Le sujet, la liberté de religion, présente-t-elle des limites au concours de police publique interne, était valorisé de 10 points. Alors, je voudrais dans un premier temps qu'on analyse le sujet ensemble, avant que l'on essaye de voir quel plan pouvait être proposé. D'abord, le sujet devait être délimité. La liberté de religion. Alors ça c'est assez intéressant parce que on voit bien que dans la liberté de religion, il y a forcément une indétermination. Est-ce que c'est la liberté d'opinion religieuse? Je crois en quelque chose ou je n'y crois pas. Est-ce que c'est la liberté d'expression religieuse? J'exprime ma religion dans ces deux dimensions. Une dimension individuelle, j'exprime que je suis catholique, que je suis musulman, etc. Mais également dans sa dimension collective. J'exprime ici mon appartenance à un culte, je participe à l'exercice d'un culte. En fait, vous étiez en quelque sorte libre de paramétrer le sujet, même si mon conseil est toujours le suivant, il vaut mieux avoir la conception la plus large possible. Alors pourquoi opter pour une conception la plus large possible? Parce que ça vous donne plus de matière pour traiter le sujet. Alors, ensuite, la deuxième question, c'était présente-t-elle des limites? Alors, présente-t-elle, le mot présenter, je pense, ne devait pas être analysé outre mesure. Présenter, c'est est-ce qu'elle a des limites? Alors, pourquoi distinguer présenter et avoir? Sans doute pour une question de formulation, et puis simplement pour insister sur l'importance de ces limites, sur le caractère visible des limites à cette liberté de religion. Alors, une fois ces précautions d'usage réalisées, il y avait le mot limite. Là-dessus, on l'avait beaucoup vu pendant la formation cette année encore, j'insiste tous les ans sur le fait que lorsqu'on a un sujet orienté liberté publique, les limites aux libertés sont fondées sur, d'une part, le respect de l'ordre public, d'autre part, la protection des droits d'autrui. Et sans grande surprise, nous retrouvions ces deux limitations, droit d'autrui, ordre public. Donc ça, pas de difficulté, je dirais, d'une certaine façon, dans l'analyse du sujet, pourvu d'y passer le petit temps que je vous invite tous les ans à consacrer à cette question. Ensuite, deuxième chose, c'est le champ d'application du sujet. Je crois que c'est important de se rappeler que quand on passe un concours, on a un programme. Et dans la partie du programme, eh bien, il y a deux aspects qu'il ne faut pas méconnaître. D'abord, je dirais l'aspect généraliste des libertés publiques, c'est celle des citoyens. Et dans cette question des citoyens, on retrouve toutes les diversités de situations de l'ensemble des grands services publics. Ensuite, il y a bien sûr la question des agents. La part fonction publique est présente dans le programme de droit public de l'épreuve de commissaire de police, du coup, il faut l'avoir en tête. Et donc, la question de savoir est-ce que les agents que vous allez manager demain sont libres dans l'exercice de leur religion, dans l'expression de leur religion, ne devait pas être méconnue. D'ailleurs, nous avions traité pendant l'année un de ces thèmes qui était la liberté d'expression religieuse des agents. Donc, on peut dire qu'il y avait cette question du champ d'application qu'il ne faut
jamais oublier. Alors, après ces deux précisions sur le champ d'application, après cette analyse du sujet, je voudrais également insister, comme je le fais à chaque fois, sur l'importance de matiner, de colorer votre présentation d'arguments qui visent à mettre en avant l'actualité. Or, vous aviez eu quand même un certain nombre d'affaires, qu'il s'agisse de la commémoration de Samuel Paty, qu'il s'agisse bien sûr de la montée en puissance du djihadisme, etc. Mais je pense qu'il y a un aspect important pour moi qui était lié à l'actualité. Et là-dedans, il me semblait que la loi du 24 août 2021, intitulée Loi confortant le respect des principes de la République, qu'on appelle aussi la loi contre le séparatisme, me semblait devoir être mentionnée dans la compréhension de ce sujet, puisque parmi les dispositions de cette loi, eh bien, on retrouve, qui avait fait l'objet très rapidement de décrets d'application dès le 1er janvier 2022, on retrouve le contrat d'engagement républicain en vigueur pour les associations, où on retrouve cette idée que, oui, bien sûr, on a une liberté religieuse, mais ça ne veut pas dire que l'État doit accepter de financer des associations qui, théoriquement, sont neutres, mais qui, de fait, sont orientées de manière religieuse. Autrement dit, on revenait ici sur un principe que nous avions vu pendant la formation, c'est il y a une interdiction de financement du culte, hein. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, c'est vrai. Et du coup, ça se traduit souvent simplement par une interdiction formelle. On ne doit pas financer des associations cultuelles, qui étaient prévues par la loi de 1905, mais là on se retrouvait à financer des associations sportives qui, en réalité, faisaient du prosélytisme religieux. Et du coup, on a ces contrats d'engagement qui visent à lutter en quelque sorte contre ces financements indirects, et puis la mise en œuvre dès le décret du 26 décembre 2021 de ce que l'on a appelé les référents laïcité dans la fonction publique, qui vise à aider au déploiement, bien sûr, de cette loi visant à lutter contre le séparatisme en la matière. Alors, on comprend que dans cette loi qui vise à lutter contre le séparatisme, on a eu ces deux volets-là qui étaient entrés en vigueur, et ça me semblait peut-être bien de les mettre en avant. Et puis, on pouvait, pourquoi pas, imaginer, si on voulait, moi je suis toujours sur la question de matinée, toujours dans mon introduction, de mettre en avant le nouveau délit face à la haine en ligne des autres religions, et puis, qui était un peu la mesure, je dirais, la plus médiatisée, l'instruction des enfants au sein des familles qui demeure possible, mais avant elle était soumise à déclaration préalable, elle est désormais soumise à autorisation préalable, ce qui va renforcer le contrôle de l'administration sur ces membres qui sont parfois, des individus qui sont parfois en rupture avec la société française. Enfin, je crois que le renforcement du contrôle des associations cultuelles et des lieux de culte, qui est un des éléments forts du mécanisme de contrôle sur les associations et de la loi de 2021, me semblait possible. Autrement dit, dans une approche stratégique, j'aurais commencé mon introduction, et j'arrive du coup maintenant à
la partie corrigée, hein, j'aurais commencé mon introduction en disant, bah voilà, qu'est-ce que c'est que cette liberté de religion? Et je vais essayer de la définir. Liberté conscience religieuse, liberté d'expression religieuse, au plan individuel et au plan collectif. Ensuite, une fois ceci présenté, je dirais, finalement, cette liberté, comme toutes les autres libertés, elle est nécessairement soumise à des limites qui sont tracées par la loi, dans le respect d'un principe essentiel de la Ve République, qui est un principe de laïcité, et donc de séparation des églises et de l'État. C'est cette question des limites à la liberté religieuse, elle revêt une actualité particulière, puisque la loi du 24 août 2021 est intervenue pour renforcer les principes républicains, et non pas créer de règles authentiquement nouvelles, qui visent à, d'une part, s'assurer de la neutralité et de la laïcité des services publics, avec ses référents laïcité, le délit de séparatisme qui est ainsi créé, avec un meilleur contrôle des associations qui sont financées, avec un nouveau délit visant à lutter contre la haine en ligne lorsqu'elle est motivée par un élément religieux, avec un meilleur contrôle de l'instruction des enfants dans leur famille, avec un meilleur contrôle des associations culturelles. Autrement dit, moi j'aurais voulu, dans l'introduction, dire à l'examinateur, eh bien, soyez rassurés. Soyez rassurés, je suis au top de cette actualité. C'est généralement ma technique pour se dire, dans un concours, voilà, je suis la copie qui, dans le lot, mérite un examen particulier. Rigueur dans la définition, mise en perspective, et je mets ceci en avant, et puis je présente à la fin de mon introduction le fait que cette question elle est complexe, puisqu'elle concerne aussi bien les individus que les usagers du service public, mais aussi, et je pense que c'est important de le mettre en avant, les agents. Ça, c'est ce que j'aurais mis en avant dans mon introduction. Alors ensuite, le sujet, c'est de savoir, est-ce que cette liberté religieuse, elle présente des limites? Répondre à cette question est assez simple. C'est oui, nécessairement. Mais le but, ça sera de présenter ces limites qui sont fondées, d'une part, sur les nécessités de la laïcité de la République. Il y a des limites qui sont fondées sur les nécessités de la laïcité, et là on va retrouver toutes les contraintes qui sont liées aux agents publics, tout particulièrement, parce qu'il n'y a que eux qui sont frappés par cette exigence de laïcité. Et puis, il y aura, et là on revient sur l'idée que les agents ne peuvent pas exprimer dans l'exercice de leurs fonctions, leurs convictions religieuses, que la République elle-même ne peut pas exprimer une préférence ou un rejet d'une ou d'une autre religion. Elle ne saisit pas les individus par leurs convictions, elle saisit les individus par les nécessités, par leur expression, par le comportement. Autrement dit, ce n'est pas le fait de porter le voile qui pose problème, c'est le fait qu'il s'agit là d'une expression religieuse. Et puis, dans une deuxième partie, je crois que c'est important de montrer qu'il y a des limites qui sont liées à l'ordre public. C'est la conception historique, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, qu'il faut alors mettre en avant, en disant, voilà, il y a des limitations qui sont fondées sur l'ordre public, et en même temps sur la protection des droits d'autrui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce délit de haine en ligne. Et là-dessus, on pouvait regrouper l'ensemble des éléments de connaissance en disant, oui, il y a l'ordre public qui d'ailleurs a peut-être aujourd'hui une conception un peu plus élargie depuis 2010, on va dire, depuis 12 ans, une quinzaine d'années. Et puis, il y a toujours cet enjeu de protection des droits d'autrui. C'est-à-dire, l'expression religieuse ne doit pas être une menace pour les autres.
Voilà ce que l'on pouvait dire à grands traits de ce sujet. N'oubliez pas que nous publions un corrigé écrit chaque année de ces épreuves, et à très bientôt. Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo de correction de l'épreuve de droit public pour les commissaires internes 2022. Alors, la seconde question qui était proposée aux candidats portait sur les instructions en droit administratif. Avant d'envisager la correction à proprement parler, commençons d'abord par une petite remarque préliminaire sur le sujet. Alors, cette remarque permet simplement de vous indiquer qu'un tel sujet était, disons, anticipable. Pourquoi ? Tout d'abord, la circulaire ou instruction de service, on reviendra sur les questions de vocabulaire tout à l'heure, c'est un instrument du quotidien de l'administration. Or, lorsqu'on passe un concours de police, que ce soit commissaire ou officier, on aspire à intégrer une administration. Il est donc tout à fait légitime d'attendre du candidat qu'il connaisse les instruments, les différents outils qui sont à la disposition de l'administration afin de faire circuler les informations. Donc nous sommes dans un choix de questions qui est plutôt logique, classique, en tout cas en cohérence avec le concours. Ensuite, seconde remarque. Depuis maintenant plusieurs années, le Conseil d'État a clarifié le régime contentieux de ces différents instruments, et notamment ceux que l'on appelle aujourd'hui communément le droit souple. À cela s'ajoute que le Conseil d'État, à l'occasion de son rapport public de 2013, a clarifié la définition du droit souple et a également suggéré un certain nombre d'innovations du droit positif, notamment de la jurisprudence, concernant le contentieux de ces instruments. Enfin, il se trouve que récemment, à l'occasion de son arrêt de 2020 Gisti, le Conseil d'État a clarifié le régime de la recevabilité des recours dirigés contre ces actes de droit souple, qui inclut bien sûr les instructions. Donc, vous le constatez, un certain nombre d'éléments, d'informations accessibles, permettaient d'anticiper sur la question, en tout cas d'en établir la crédibilité. Deuxième point ici, le choix dans le traitement du sujet. Compte tenu du format de l'épreuve, il est tout à fait possible pour le candidat de réaliser un plan. Mais nous ferons ici deux remarques. Tout d'abord, le plan n'est pas indispensable, il n'est pas obligatoire. Il vous permet en fait de bien présenter les différentes idées que vous allez utiliser pour la réponse à la question, donc ça facilite votre rédaction. Ça peut également faciliter la lecture, la correction de votre copie par le correcteur. Donc nous dirons que c'est souhaitable. Pas indispensable, mais souhaitable. Deuxième remarque, pour ceux qui font le choix d'un plan, il n'est pas forcément indispensable, voire même contre-productif, de faire un plan avec deux parties et deux sous-parties. C'est la raison pour laquelle nous recommandons un traitement avec un plan en deux parties. Mais encore une fois, c'est souhaitable, mais pas indispensable. Alors ici, peut-on déterminer deux étapes successives de réponse, deux parties? On l'a d'ores et déjà compris, vous l'avez d'ores et déjà compris, le point le plus important de la question, c'est évidemment le régime contentieux, puisque c'est ça qui a fait l'objet de l'actualité jurisprudentielle et qui constitue la principale difficulté. Maintenant, il ne faut pas oublier que le sujet ne portant pas que sur le contentieux, il faut que dans une première étape, on explique comment une instruction est élaborée, par qui, donc bien évidemment les règles de compétence. Donc cela permettait d'avoir un traitement complet du sujet. De mon point de vue, il était risqué de se contenter de la question relative au recours dirigé contre les instructions.
À partir de là, dans une introduction, il va être possible d'expliquer ce que l'on appelle les instructions. Les instructions, en fait, constituent un terme plutôt large, plutôt vague, qui englobe différents instruments utilisés par l'administration, et notamment les circulaires. Effectivement, quand on parle de circulaire ou bien d'instructions de service, ou encore de notes de service. Ces instructions servent à clarifier le sens, la portée d'une règle de droit. Donc, il peut s'agir pour l'administration de faire passer une information, un mode d'emploi, ou bien encore de déterminer l'interprétation à donner d'un texte de loi ou encore d'un décret. C'est la raison pour laquelle la principale utilité de l'instruction, c'est d'être interprétative, c'est-à-dire d'expliquer à l'administration active comment ils doivent interpréter tel ou tel texte. Et c'est aussi pour cette raison que, en pratique, les instructions sont si importantes, puisque bon nombre d'administrations attendent les instructions de leur ministre de tutelle avant de faire application d'un texte. Enfin, dernier point, il est tout à fait logique que ces instructions soient adoptées au moment, la plupart du temps bien sûr, de la parution d'un nouveau texte, tout simplement pour en faciliter l'application. C'est donc un instrument qui favorise tout simplement le mécanisme de déconcentration, tout en assurant une certaine uniformité, une certaine cohérence dans l'application des règles dont l'administration a la charge de la mise en œuvre. À partir de là, une fois que nous avons fait ce rappel, quant à l'utilité, quant à la terminologie également, la problématisation de notre réponse doit tourner autour du régime contentieux des instructions, et ce, notamment au regard de l'évolution du droit positif. Nous optons alors pour un plan en deux parties, une réponse en deux étapes, avec tout d'abord, premier point, l'élaboration de l'instruction. Le point le plus essentiel ici, ce sont les règles de compétence. Le principe en la matière, c'est que la circulaire ou instruction de service est prise par un ministre à destination des services placés sous son autorité. L'instruction est prise pour informer, interpréter les textes à destination des services déconcentrés. Ça, c'est le principe. En réalité, comme le confirme la jurisprudence, tout chef de service, ce qui inclut notamment les directeurs d'établissements publics, comme l'atteste la jurisprudence de 2006 Honesto, sont compétents pour adopter des circulaires. Par exemple, en l'absence de texte, pour déterminer les modalités du droit de grève. Et puis, plus récemment, le Conseil d'État, à l'occasion d'une jurisprudence de 2012, Association Libérez les Mademoiselles, a précisé que le Premier ministre lui-même est compétent pour adopter une circulaire à destination des autres membres du gouvernement. Cette compétence du Premier ministre étant, comme le précise le Conseil d'État, le corollaire de son pouvoir réglementaire. Donc on le voit, en termes de compétences, bon nombre d'autorités sont habilitées à adopter des instructions. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous pouvions rappeler que les circulaires font l'objet d'un certain nombre de règles en matière d'élaboration qui ont été précisées en 1993, comme vous pouvez le voir, quant aux règles de publication, de signature, permettant l'accessibilité de ces textes. Enfin, dans ce développement, il était possible de rappeler les différentes circulaires, différentes instructions qui existent. Alors, il y a bien sûr les circulaires ministérielles, il y a également les circulaires préfectorales,
Et enfin, d'une manière plus large, les circulaires adoptées par d'autres autorités qui, elles, ne sont pas toujours publiées. Une fois qu'on a fait ce rappel, de quoi parle-t-on? Quel est l'objet de la question? Le point le plus technique, le plus important, c'est celui du contentieux des instructions. Alors là, évidemment, les choses sont un petit peu plus difficiles. Il faut commencer par rappeler la position du problème. Quel est le problème? On sait que, conformément à l'arrêt de principe du Conseil d'État de 1936, Jamard, les ministres ne disposent que d'un pouvoir réglementaire limité. En effet, en l'absence d'habilitation législative, le pouvoir réglementaire du ministre, à titre individuel, se limite à l'organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. Or, et c'est bien ça la difficulté, ce pouvoir réglementaire est susceptible de s'exprimer à l'occasion d'une circulaire. De sorte que, si le Conseil d'État veut s'assurer que le ministre n'a pas excédé sa compétence réglementaire, je vous rappelle que les règles de compétence sont fondamentales en droit public, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de contrôler une telle circulaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est illégale. Alors, c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, dans une première solution de principe de 1954, Notre-Dame du Cresquer, avait opéré une distinction entre d'un côté les circulaires réglementaires, qui peuvent faire l'objet d'un recours, et de l'autre côté les circulaires interprétatives, qui, elles, ne font pas l'objet d'un recours. Reste alors à expliquer comment on distingue réglementaire et interprétatif. Bon, comme la jurisprudence est ancienne et comme l'état du droit positif a changé, on n'était pas obligé de détailler cette explication. Alors, très simplement, la distinction repose sur le caractère innovant de la circulaire. Pour le Conseil d'État, dès lors que la circulaire est réglementaire, elle est alors innovante. À l'inverse, la circulaire interprétative ne crée pas le droit, elle révèle le sens du droit. Donc elle n'est pas innovante. La jurisprudence de 1954, la distinction faite à l'occasion de l'arrêt Notre-Dame du Cresquer, a plutôt bien fonctionné. Mais elle a aussi, au fil du temps, révélé ses limites. En effet, il y a deux situations qui sont un petit peu plus complexes. Première situation, la circulaire fait une interprétation erronée de la loi. Si l'interprétation est erronée, ça veut dire qu'elle est innovante. De sorte que j'ai une circulaire qui est à la fois innovante, critère de recevabilité, mais qui en même temps est interprétative. Et donc à ce moment-là, le recours était recevable. Deuxième difficulté, l'interprétation qui, tout en étant conforme à un décret, est illégale en raison de l'illégalité du décret lui-même. Donc comprenez par là, deuxième situation, la circulaire fait une interprétation exacte du texte, mais qui est lui-même illégale, de sorte que l'interprétation redevient elle-même illégale. Pas innovante, mais illégale. En conséquence de quoi, eh bien, le Conseil d'État reconnaissait la recevabilité du recours dirigé contre une telle circulaire. À ce moment-là, nous comprenons que, s'agissant des circulaires interprétatives, si le principe est l'absence de recours, il y a quand même une exception pour les circulaires qui font une interprétation illégale, donc pour les circulaires illégales. Et c'est là tout le problème. Car pour déterminer la recevabilité du recours dirigé contre une telle circulaire, le Conseil d'État était donc amené au préalable à se prononcer sur l'illégalité de celle-ci. Ce qui revenait à confondre deux étapes du contentieux administratif, à savoir, première étape, la recevabilité, et seconde étape, l'examen de la légalité. C'est donc en raison de cette fragilité, dirons-nous, de la jurisprudence de 54,
que le Conseil d'État va opérer une nouvelle distinction à l'occasion de son arrêt de 2002 Duvinière. À cette occasion, énonce le Conseil d'État, les dispositions générales et impératives d'une circulaire peuvent faire l'objet d'un recours. La jurisprudence Duvinière, c'est une avancée. On peut porter sur elle un regard plutôt positif. Pourquoi ? D'abord parce que le recours est mieux ciblé. On ne parle plus ici de recours dirigé contre l'instruction, la circulaire dans son ensemble, mais contre ses dispositions, de sorte que, le moment venu, il est possible d'annuler qu'une partie de l'instruction, qu'une partie de la circulaire. Donc j'ai un recours qui est mieux ciblé. D'autre part, point positif également, cela est plus conforme à la théorie générale des actes administratifs et de leur contentieux. La règle contentieuse, vous la connaissez, le recours doit être dirigé contre une décision préalable. Donc, contre un acte qui a le caractère d'une décision et qui a été effectivement prise. Or, si je me contente de vagues instructions non impératives, simplement indicatives, alors ça veut dire que je ne décide pas. Ça veut dire que je m'en remets à la décision du destinataire. À l'inverse, si dans une instruction on trouve des dispositions générales et impératives, alors je vais conditionner le comportement, les décisions du destinataire. Donc, cela donne à l'instruction un caractère décisoire, ce qui est le critère classique de recevabilité du recours. La jurisprudence Duvinière est donc une avancée. Enfin, nous pouvions terminer notre réponse avec l'extension progressive de la recevabilité des recours contre le droit souple en général, ce qui inclut évidemment les instructions, avec la jurisprudence de 2020, Gisti. En effet, énonce le Conseil d'État à cette occasion, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif. Donc vous voyez, le mode d'emploi ici est très intéressant puisque le Conseil d'État ambitionne de donner un mode d'emploi pour tous les actes, donc un champ d'application très large, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Donc nous avons maintenant un critère unique de recevabilité pour les différents actes, notamment de droit souple, c'est l'effet notable sur les destinataires. Et le Conseil d'État nous donne deux exemples, ont notamment de tels effets. Attention, ce ne sont que deux exemples puisqu'il y a l'adverbe notamment, ont notamment de tels effets, ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de ligne directrice. Et donc, parmi les deux exemples donnés par le Conseil d'État, il y a le caractère impératif de ces documents, donc qui reprend l'apport de la jurisprudence de 2002 Duvinière. Voilà comment nous pouvions traiter de manière complète et dans le temps imparti par l'épreuve la question sur les instructions en droit administratif. Je vous dis à bientôt pour d'autres cours en vidéo.